Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un véritable film estival où il fait très chaud, où ça pète le feu, clairement. Hein. Firestarter, sorti en 1984, connu aussi sous le titre de Charlie, qui est d'ailleurs le nom en VF du bouquin de base, Firestarter hein, en VO, de Stephen King, sorti en 1980, qui donc ici est adapté pour une première fois au cinéma, production de Dino De Laurentiis, enfin sa boîte, hein. Et c'est plus Frank Capra Jr., le fils de ce réalisateur très connu, qui est vraiment là à chapeauter le projet. De Laurentiis, la même année, il va surtout produire Dune, et il a fait Dead Zone avant, ouais, tiens, Stephen King encore. Bref. Première adaptation, disais-je, je m'égare déjà sur l'introduction, ça promet, avant une revisite, en 2022 je crois, par les studios Blumhouse, que je n'ai pas vu. Le bouquin, je l'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, donc je me suis dit, je vais tenter déjà ce premier film, réalisé par... non, pas John Carpenter, ça aurait pu. Christine, tout ça, l'ambiance, il a été débarqué du projet, parce que The Thing a floppé. Bah ouais, c'est comme ça. The Thing depuis est devenu fort culte. Donc là, c'est Mark L. Lester qui s'en charge, qui avait été connu 2 ans auparavant pour une œuvre qui a quand même son statut culte, Class of 1984, que je crois l'ami Alex de la Fit en vidéo, la chaîne, aime beaucoup, mais du coup je l'ai pas vu. Peut-être que j'en parlerai un jour. Pourquoi pas avec Alex, tiens. Je crois que je lui propose. S'il passe par là, il sait déjà que l'invitation est lancée. Non mais on va rester sur Firestarter ici, qui est donc un thriller fantastico, un peu horrifique quand même, sur le papier en tout cas, le papier de Stephen King. Est-ce que c'est le cas dans cette version, où nous retrouvons Mark, non pas du tout, j'allais dire Mark Lester, non mais il réalise, c'est déjà pas mal, mais surtout donc dans le rôle principal, ou les rôles principaux plutôt, David Keith, qui joue le père, et Drew Barrymore, ouais, qui interprète Charlie, parce que Charlie c'est une petite fille, hein, qui a des pouvoirs. Drew Barrymore, 2 ans après E.T. Elle a un peu grandi, mais elle est toujours très douée. Il y a aussi Martin Sheen, qui joue, on va dire, le chef des méchants, le capitaine, et George C. Scott, qui interprète le très mystique et passionnant personnage de John Rainbird, qui est différent ici quand même un peu. Il y a aussi Freddie Jones, qu'on reconnaît, Moses Gunn, ou Art Carney, qui, tiens, pour la petite anecdote, 9 ans après, finira sa carrière dans Last Action Hero. Et Heather Locklear aussi. Heather Locklear, c'est une actrice surtout de séries télé, ou Cœur notamment, tiens, qui joue l'épouse, enfin, la mère de Charlie, mais elle ne fait pas long feu. Il va peut-être falloir arrêter avec les métaphores sur le feu, j'ai même pas fait exprès sur celle-ci. Parce que vous l'avez compris, c'est un film très enflammé, où Charlie, petite fille, et son père hein, ont des pouvoirs spéciaux, télékinésiques, etc. Charlie, elle l'a hérité de ses parents qui ont subi un test des années auparavant, où ils se sont comme ça retrouvés, on voit hein, des flashbacks, hein, comme dans le bouquin. Et bon, ils ont accouché d'une fille très spéciale, mais on leur a injecté des choses, et malheureusement dans leur dose, on leur a donné quelque chose qu'ils vont regretter. Certes des pouvoirs, oui, mais lire dans les pensées, pousser les gens à faire des trucs, ça c'est le père. Mais ça a créé des gros dégâts, surtout que ils veulent vivre leur vie tranquille, derrière les scientifiques ne leur laissent pas cette possibilité. Donc, la mère meurt, ça c'est montré dès le début, et le père est en fuite avec la fille. Ils vont devoir échapper aux scientifiques, docteur machin, docteur truc, qui sont pas d'accord entre eux d'ailleurs, pour savoir ce qu'il faut faire. Surtout de Charlie, parce que le père, à la rigueur, ils peuvent le contrôler un peu plus facilement. Mais Charlie, avec sa possibilité de mettre le feu partout, voire plus ses affinités, elle pourrait devenir une arme de destruction massive. Et ça, c'est ce que Stephen King voulait déjà commenter dans son bouquin, qui est très bien. C'est que, à cette époque où encore la guerre froide, hein, un peu, la course au nucléaire, encore, toujours cette peur, une petite fille comme ça, l'innocence incarnée, peut-être peut devenir la fin de l'humanité. Malgré elle, parce que la pauvre, elle n'a pas choisi son destin. Et c'est un film qui est, alors, on va dire, l'adaptation autoroute, tout ce qu'on pouvait faire de plus, on va dire, direct, d'un livre qui est très difficilement adaptable, on va dire fidèlement. Bon, là, l'essentiel y est. Parfois, c'est un peu d'ailleurs très cloisonné et ça manque d'envergure, faut le dire. Mais c'est compliqué parce que le livre adopte déjà plusieurs points de vue, ce qui est
pas facile là, c'est jouable hein, en soi, hein, avec une mise en scène, une réflexion, tout, mais là je pense que déjà Mark L. Lester n'a pas eu le temps, on lui a confié ce projet un peu au dernier moment, il y a un scénariste derrière, qui a changé, d'ailleurs c'était le fils de Burt Lancaster à la base, puis c'est Stanley Mann qui s'en est occupé, on sent que sur la production ça n'a pas été facile, donc on a fait ça comme on a pu, et je pense que Mark L. Lester ici n'a pas forcément eu trop son mot à dire, donc je ne vais pas juger son travail cinématographique ici, parce que au témoin d'un doute, je vais vérifier en direct, hein, c'est ça un peu cinécritique aussi. C'est le premier film que je vois du monsieur. Enfin, du moins, il a fait Commando hein, il a fait Commando. Ben, j'ai toujours pas vu Commando, figurez-vous, avec Schwarzenegger. Hein, ça fait partie de ces Schwarzenegger des années 80 que je dois rattraper encore. Donc oui, peut-être que c'est mon premier film du monsieur. Bref, ce qui est sûr, c'est que c'est pas voilà, là-dessus que je pense voir son cinéma, même si peut-être à la fin. Ah, parce que la fin, oui, elle est super bien, la fin. Mais vraiment, premier degré, là on retrouve l'ambiance du bouquin, ce qu'on pouvait imaginer, même si elle va pas aussi loin que dans le livre, quand même. Et bah oui, le film ne va pas non plus dans les extrêmes d'un bouquin qui sait être gore et très dérangeant sur pas mal de points, et là forcément on aseptise pour un large public, moins de 12 ans, au cinéma. Enfin, rated R quand même, hein, aux États-Unis, mais bizarrement, ça aurait pu aller plus loin pour un rated R, selon moi. Donc c'est un film que je considère comme correct moyen. C'est un peu difficile. C'est toujours le souci quand j'ai un livre en tête comme ça. J'aime bien lire un bouquin, voir un film après, mais peut-être qu'il faudrait mieux que je laisse passer 1 ou 2 ans des fois. Bon, c'est comme ça. Disons que ça manque, on va dire, d'ambition et d'envergure par rapport, donc oui, sur certaines scènes, par rapport à certains personnages aussi. Ne serait-ce que Rainburn, qui pour moi dans le livre est extraordinaire. Il y a quelque chose de très nihiliste. Il est nihiliste hein, dans le film aussi, pas de souci. Mais il y a, voilà, il y a un truc, on va dire, surhumain en soi, en lui, ou au-delà de l'humanité, c'est quelqu'un de froid, qui ne peut aimer personne et tout, sauf qu'il va y avoir une connexion avec Charlie. Là, déjà, il y a un petit fausse de goût, c'est que dans le livre, il est d'origine native américaine, de je ne sais quel peuple. C'est besoin d'être précisé dans le bouquin et tout. Voilà. Mais ici, donc, non seulement c'est George C. Scott qui l'interprète, et il n'y a pas du tout d'origine des premiers peuples des Premières Nations chez George C. Scott, un choix, voilà. Hein. Je crois que dans la nouvelle adaptation, ils ont fait quelque chose de plus fidèle à ce niveau. Mais même dans le film, du coup, il y a... Voilà, il est là, il est impressionnant, il en impose, hein, George C. Scott, attention, hein, voilà. Il y a du charisme et tout, il n'y a pas de problème. Mais ça manque de quelque chose. Si ce n'est à un moment, j'en dis pas plus, je fais un spoiler particulier ici, où on va avoir à entretenir une relation avec Charlie, et c'est là où on sent que ça a été une grande influence pour Stranger Things, hein, évidemment, cette série, qui va bientôt avoir sa dernière saison, avec des épisodes plus longs que le film là, qui fait quand même 2 heures. Ben oui, c'est comme ça maintenant. Hein. Mais il y a une relation là qui est très intéressante, dans le sens où, dans la série, c'est le docteur, je sais plus qui est joué par Matthew Modine, je sais plus trop les noms en tête, hein. Et Eleven, l'héroïne, cette relation-là, voilà, qui est presque la figure paternelle, tout ça, de confiance, mais derrière c'est plus compliqué. Bon, c'est pas le même contexte ici, mais on sent vraiment cette relation-là, et c'est un peu trouble. Et ça peut être un peu dérangeant d'ailleurs, la relation entre John Rainbird et Charlene. Ouais, c'est vaguement avec une petite réplique à la fin, on le sent là dans le film, mais bon. Sinon, David Keith, il est là, il passe. Hein, en soi, le père n'est pas non plus le personnage qui est le plus captivant non plus. Ça survit avec sa fille, quoi, voilà. Bon. Et sinon, c'est Drew Barrymore qui crève l'écran. C'est quand même une actrice enfant qui a connu des premiers rôles forts, là. E.T. et Firestarter. Évidemment, il y en a un qui a plus marqué l'histoire du cinéma que l'autre. Mais bon, après, elle a eu des soucis, elle est revenue quand même, donc c'est bien. Mais c'est quand même très fort à son âge à l'époque. Alors je sais pas, elle avait peut-être quoi, 10 ans là, 9 ans. Un peu moins peut-être pour le tournage, 8 ans. Bah elle en impose. Et quand elle est prise par son pouvoir, par regret, et puis après quand elle l'assume à un moment, que ça part dans tous les sens, avec des effets spéciaux qui montent crescendo dans la qualité quand même. On voit qu'ils ont gardé le budget pour la fin, c'est normal. Bah oui, ça c'était vraiment une enfant actrice qui était possédée par son travail. Peut-être un peu trop, et ça empiétait sur sa vie privée derrière.
mais ça fait le travail là-dessus. Les décors sont bien, voilà, quand tu lis un livre, tu te représentes certaines choses, notamment vers la fin, oui, notamment la grange et tout. Après, c'est statique, quoi. Voilà, c'est une mise en scène qui est assez posée, qui manque peut-être d'une forme d'ampleur par moment. Je vais pas dire que ça fait téléfilm, mais par instant, on n'en est pas spécialement loin. Voilà. Et puis il y a cette BO, alors moi j'adore Tangerine Dream, hein, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Plus sur les albums studio, Stratosphere, Force Majeure, tout ça là. Et ils font la BO ici, et je trouve qu'elle est mal placée, parfois la musique, un peu surmixée. Un peu, voilà, elle détonne. J'avais bien aimé leur BO sur La Forteresse Noire de Michael Mann, qui est sorti à peu près à la même époque d'ailleurs, mais voilà, bon, faisait des BO à l'époque, ce groupe, vite fait, c'est pas là-dessus qu'ils prenaient le plus grand plaisir au niveau compo, je pense. Et alors, j'ai essayé la VF un peu pour voir, parce que la VF de ces époques, bon, le mix c'est pas terrible en VF, mais alors on reconnaît des voix. Et quelle surprise a été quand j'ai découvert que la voix de Shirley c'était Princesse Sarah. Tu sais, cette série qui fait pleurer, là, qui a un peu massacré mon enfance, mais que j'aime beaucoup. J'en avais parlé sur la chaîne en podcast avec Capitaine Critique d'ailleurs. C'est Barbara Tissier qui faisait la voix. Voilà, elle devait avoir une dizaine d'années à l'époque. Il y a dans le rôle du père, c'est le personnage de David, enfin c'est l'acteur David Hasselhoff qu'on connaît, c'est la voix de David Hasselhoff. Voilà. Ça aussi, ça fait bizarre. Puis on reconnaît Jean-Claude Michel, alias Clint Eastwood ou Sean Connery entre autres qui joue le méchant. Bon, c'est voilà. Mais bon, la VO, parce que de toute façon là, le mix sonore l'imposait vraiment. Puis quand je découvre un film, même ancien, je privilégie la VO. Même s'il y a eu des super VF à cette époque, évidemment, et de très bons comédiens. Voilà, donc c'était mon avis sur Firestarter, Charlie, voilà, bon, je vais le nommer Firestarter, hein, je crois qu'il est quand même beaucoup plus connu sous ce nom maintenant, même en France. Et bon, c'est pas, voilà, c'est pas l'extraordinaire découverte non plus, Stephen King lui-même n'a pas trop apprécié le délire, je crois, pourtant il avait adoubé le projet, mais bon, il a rarement aimé ses adaptations au cinéma en même temps. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, on en discute, voilà, on débat dessus, vos souvenirs, etc. Mais c'est quelque chose à voir en plein été, là, en pleine canicule, brah, et en espérant que chez vous, tout aille bien et qu'il n'y ait pas de départ de feu, voilà, faites très attention à cela. Je vous dis à la prochaine, ciao.